Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie, très honorée de pouvoir présenter ces rendez-vous des sciences à la Maison des quartiers Ivry-Port en partenariat avec le Festival de robotique des Cachants. Et donc, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Michael Tagliabue, qui est ingénieur de recherche à l'Université Paris-Cité et qui va nous parler d'un thème passionnant, la réalité virtuelle, pour étudier et comprendre les fonctionnements de notre cerveau. Michael Tagliabue a travaillé avec l'ECNES, la Station spatiale internationale. Et donc, voilà, il va nous parler de ces projets passionnants. Donc, je vous laisse la parole et bonne conférence. Merci beaucoup, Francesca. Merci à tout le monde d'être venu ici. Hein. Je vais commencer ce petit voyage vers les étoiles par un plus petit voyage que c'est le mien. Je vais vous expliquer un peu d'où je viens, vous l'avez déjà compris avec mon accent. D'ailleurs, si ça vous embête, des fois les gens ont même du mal à comprendre, ça ne me gêne pas, demandez-moi de répéter, il n'y a aucun problème. Je voulais illustrer un peu mon parcours, parce que j'ai un parcours un peu atypique, et là j'ai mis un peu le planisphère parce que j'ai un petit peu voyagé. Tout a commencé là, à Milan, où j'ai fait c'est un peu l'équivalent de l'école polytechnique là-bas, mais on n'a pas de sabre. C'est essentiellement la grosse différence. Et là, j'ai fait mes études en tant qu'ingénieur biomédical. Donc, je suis un vrai ingénieur, pur et dur, tête carrée, des plus mauvais, mais déjà un peu vers les aspects médicaux. Donc, j'étais déjà un peu hybride. Et là, ce que j'ai fait, j'ai travaillé, désormais ça c'est devenu très connu, mais j'ai travaillé sur ce qu'on appelle des systèmes de capture de mouvement, qui maintenant sont énormément utilisés dans le cinéma et tout ça. Eh ben, un des premiers systèmes de ce type-là, avec les petits marqueurs qui sont mis sur le corps des gens, a été développé à l'École polytechnique de Milan. Et j'ai un peu travaillé sur ce type de technologie, notamment pour des applications déjà un peu spatiales. Il y avait déjà un peu ça en tête. Ensuite, j'ai passé une période à l'MIT, à Cambridge, Boston. Et là, j'ai étudié, grâce à ce système de capture de mouvement, les conséquences de la centrifugation, le fait d'être centrifugé. Et parce qu'il y a là aussi, j'ai commencé déjà à m'intéresser beaucoup au cerveau, parce que quand on est dans ces centrifuges, il y a des choses bizarres qui se passent au niveau de nos capteurs et tout ça. Et donc, on voulait voir un peu les conséquences du point de vue des mouvements des sujets. Ensuite, je suis revenu en Europe, à Dijon notamment. Et là, j'ai commencé vraiment à m'approcher un peu aux étoiles, parce que c'est là que j'ai commencé à faire des expériences toujours basées sur l'étude du mouvement humain, avec ce système de capteurs, à bord des vols paraboliques. Alors, si vous ne connaissez pas, si on aura le temps, je vais vous expliquer un peu plus dans le détail plus tard, mais c'est des vols où on reproduit la sensation d'un pesanteur. Donc, on se sent un peu en microgravité. Et ensuite, je suis retourné de l'autre côté de l'océan, où j'ai appliqué toujours mes connaissances pour étudier cette fois un peu une pathologie, c'est le Parkinson, parce que vous savez, il y a des conséquences fortes du point de vue de la motricité. Et donc, utiliser ce type de système pour voir l'évolution de cette pathologie peut être extrêmement intéressant du point de vue scientifique. Bonjour. Vous pouvez venir si vous voulez. Hein. Il y a Ocean aussi, oui. Ça, je ne sais pas. Il s'appelle comment? Mango. Et donc, je disais, là, c'est un peu l'occasion que j'ai eue, que j'ai vraiment adoré de travailler sur l'aspect un peu plus clinique. Et enfin, après tous ces voyages, je suis atterri à Paris, là où je suis actuellement. À l'époque, ça ne s'appelait pas Université Paris-Cité, elle a changé de nom plein de fois.
mais c'est son nom actuel. Et ben, c'est grâce à le fait que je suis venu à Paris que, comme disait Francesca, j'ai eu l'occasion de travailler en collaboration avec l'Agence spatiale française, donc le CNES, et de travailler avec Thomas Pesquet et faire des expériences à bord de la Station spatiale internationale. Et là, soit plus. Donc, aussi, dans plus d'un spécifique, pour savoir, là c'est là que je passe beaucoup d'heures par jour, par semaine. C'est le site de notre laboratoire, c'est un horrible bâtiment rue de Saint-Père, où il y a notre laboratoire, et il s'appelle Integrative Neuroscience and Cognition Center. C'est en anglais, en tout cas, on utilise le cerveau, hein, pour faire simple. Et il y a des gens qui travaillent chez l'animal, donc ils étudient le comportement, ils analysent le comportement des animaux, et une partie du laboratoire, comme moi, qui travaille plutôt chez l'homme, étudie le mouvement, le cerveau humain. Ici, il y a mon équipe. Alors, ça s'appelle équipe de l'orientation spatiale, mais ce n'est pas spatial dans ce sens-là, c'est plutôt comment on s'oriente dans l'espace. Mais bon, on utilise le jeu de mots aussi de temps en temps. Et voilà. Donc, pour aller un peu plus dans le détail de qu'est-ce que j'ai tendance à étudier, j'ai tendance à étudier comment notre cerveau utilise les différentes informations qu'on peut avoir autour de nous et à propos de nous pour effectuer des mouvements. Okay, par exemple, comme cet monsieur-là qui veut manger une pomme, je suppose. Et donc, dans un geste comme ça, bien sûr, il y a nos yeux là, qui voient la pomme on veut rapprocher à la bouche. Donc, on voit avec la rétine et les images sont élaborées par notre cerveau. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein d'autres... Après, on verra un peu plus dans le détail. Hein. Là, j'y vais un peu vite, mais il y a plein de récepteurs dans nos membres qui nous disent où se trouve notre bras, où se trouve notre main. Vous savez très bien, si vous fermez les yeux, vous bougez votre main, vous savez très bien où elle est. Ben, ça, c'est grâce à toute une série de capteurs qui composent ce qu'on appelle la proprioception, la perception de nous-mêmes, qui nous permet de reconstruire cette représentation de notre corps. Ensuite, il y a un petit organe ici, un peu moins connu, dont je m'intéresse beaucoup, que c'est le système vestibulaire. Le système vestibulaire, c'est l'organe de l'équilibre. Okay, c'est assez à côté de notre système auditif. C'est essentiellement vraiment le même système. Et ça nous permet, entre autres choses, de savoir où est le haut et où est le bas. Okay, donc, il interagit beaucoup avec la gravité. Ça aussi, on le verra un peu plus en détail. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit utiliser toutes ces informations, les combiner pour pouvoir envoyer les bonnes commandes vers les muscles pour effectuer le bon mouvement de la pomme vers la bouche, par exemple. Okay, et ce que j'étudie, du coup, c'est comment le cerveau combine toutes ces informations pour effectuer le mouvement de façon correcte. Et alors là, je sais que je suis dans un cadre ici aussi un peu de robotique, technologique comme ça, et c'est une bonne occasion d'essayer d'amener en parallèle un peu les aspects plus physiologiques, neuroscientifiques, et les aspects technologiques, parce que dans nos domaines de recherche, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais il faut aussi travailler beaucoup du point de vue technologique et souvent développer de nouveaux outils pour arriver à faire des études innovantes et comprendre mieux, dans ce cas-là, comment le cerveau marche. Et donc, celui-ci, je ne vous ai déjà parlé, mais un des outils du point de vue technologique que j'utilise beaucoup, ce sont ce système de capture de mouvement. Si je veux étudier le mouvement de mes sujets ou de Thomas, je dois lui mettre des capteurs sur le corps et enregistrer ces mouvements en 3D. Et notamment, dans ce que j'ai fait, on verra ça aussi après, j'utilise beaucoup les applications en temps réel. C'est-à-dire qu'on mesure, comme on voit ici dans cette vidéo-là,
on mesure la position de ces capteurs qui sont sur le corps de la personne et on peut savoir en temps réel ce qu'elle fait et par exemple utiliser ça pour faire de la réalité virtuelle, on verra tout de suite après, ou des autres applications. Et justement, alors, on a dit qu'une des informations très importantes qu'on utilise, c'est la vision. Donc, en science, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est manipuler les informations, les contrôler de façon très précise pour pouvoir voir quelles sont les conséquences d'un petit changement, d'une petite manipulation. Et une méthode très efficace pour faire ça, c'est celui d'utiliser justement la réalité virtuelle. Et là, je commence à être un petit expert, je donne même des cours là-dessus parce que ça fait des années que je l'utilise. Et je pense que quand on parle de réalité virtuelle, tout le monde a plus ou moins en tête ce type de dispositif. C'est des casques qu'on met sur les yeux, qui nous isolent bien du reste de l'environnement et qui nous permet de voir des choses. Mais il y a aussi des autres... Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que... Bon, moi, ça fait des dizaines d'années que j'ai travaille, mais la réalité virtuelle, c'est quelque chose d'encore plus vieux. Hein. Quand même, ça, c'est un dispositif qui s'appelle l'épée de Damoclès, dû au fait que ce système a l'air de pouvoir tomber sur la tête du sujet d'un moment à l'autre. Mais ça, c'est le premier système de réalité virtuelle, on va dire numérique, qui permettait déjà de donner des images très simples à l'époque, c'est environ des années 70. Donc des images de synthèse très très simples, c'était des formes géométriques vraiment basiques. Mais c'est vraiment le premier exemple de réalité virtuelle comme on la connaît un peu aujourd'hui. Et je disais, l'autre outil qu'on peut utiliser pour manipuler les informations visuelles, c'est des écrans 3D. C'est assez pratique dans certaines situations plutôt qu'avoir le casque sur la tête du sujet. Et ça aussi, ça existe depuis assez longtemps. Ça, par exemple, c'est le Sensorama. Ça a été développé plus comme attraction dans des parcs d'amusement, mais d'ailleurs a été très multisensoriel. Il y avait aussi des ventilateurs pour créer la sensation de... Ça, c'était fait avec des vidéos plutôt, des vidéos 3D déjà. Et une des attractions, c'était un voyage en jumbagi, on dit, les voitures qui vont sur le sable et font un peu des acrobaties. Et donc, pour donner la sensation du vent sur le visage, il y avait aussi des ventilos, des vibrations sur le siège et tout ça. Mais ce qui était très innovant de ce dispositif, c'était le fait qu'il y avait cet écran 3D déjà. Et donc, pour comprendre un peu mieux en quoi la réalité virtuelle est intéressante, mais aussi un peu ses limites, c'est peut-être mieux de vous donner quelques détails en plus sur les caractéristiques de notre perception visuelle, de notre système visuel. Vous savez qu'on a, ça c'est notre œil, et derrière notre œil, on a la rétine. Et la rétine, finalement, c'est pas très différent d'un capteur LCD, le capteur qu'on a sur les caméras de nos téléphones. C'est une grille, une espèce de grille, bon, là, un peu biologique comme grille, mais une grille des capteurs qui essentiellement traduisent la lumière qui arrive sur ces cellules en signaux électriques que notre cerveau arrive à interpréter. Mais étant simplement des capteurs plats, chaque rétine nous donne simplement une information 2D. Okay, on n'a pas, avec un seul œil, on n'a pas trop d'informations sur la profondeur. C'est pour ça qu'on peut faire ce petit effet optique dans lequel on a l'impression d'avoir dans la main la tour Eiffel. Pour commencer à avoir une perception 2D, mais en réalité on l'appelle à 2.5D, donc c'est entre 2D et 3D. Entre bidimensionnel et tridimensionnel, il y a déjà des astuces que les dispositifs technologiques utilisent. C'est celui de utiliser des ombres, jouer sur la taille des objets qu'on représente, faire des occlusions. Les objets qui sont devant cachent un peu les objets qui sont derrière. Et moi, un exemple que j'adore de ce type d'astuce, parce que ça c'est bien avant que la réalité virtuelle était là, c'est ce qu'on appelle en français le trompe-l'œil. Donc ça c'est une église que j'adore à Milan, à San Satiro.
où on a l'impression que l'abside de l'église, il est hyper long et profond. Et en réalité, ça fait, à tout péter, 20 cm. Okay, là, on le voit assez bien, mais c'est vraiment tout un jeu de perspective, d'ombre utilisé par le Bramante, je pense, mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc, tout cela a déjà été utilisé par de la technologie, des dispositifs technologiques comme celui de la réalité virtuelle, avant qu'on puisse vraiment implémenter de la vraie 3D. Mais pourquoi? Parce que la vraie 3D, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de profiter du fait que pour percevoir la profondeur, ben, on utilise les deux yeux, et le fait que les deux yeux voient un objet de deux façons légèrement différentes. Là, c'est ça que cette image nous montre. Hein. Cette pion-là, elle est vue un peu de la gauche par cet œil bleu et un peu de la droite de cet œil rouge. Et donc, en combinant les deux images légèrement différentes, que notre cerveau arrive à reconstruire à quelle distance il se trouve l'objet. Et il y a deux facteurs qui contribuent aussi à cette perception des distances. C'est le fait que si je veux regarder quelque chose de très proche, essentiellement, je dois loucher, je dois faire converger mes yeux comme indiqué ici. Et si l'objet est très loin, mes yeux restent un peu, mon regard des deux yeux reste un peu parallèle. Et l'autre chose qu'il faut régler pour percevoir un objet loin ou proche, c'est le fait qu'il faut accommoder, on dit en français, accommoder donc moi j'ai de plus en plus de problèmes là-dessus. Et quand c'est proche, je ne vois plus rien, je n'arrive plus à accommoder suffisamment. Et quand c'est loin, pour l'instant, ça va. Et ces deux mécanismes, ils travaillent toujours ensemble. Ça, c'est important parce que... Alors, il ne veut pas avancer. OK. Parce que justement, les systèmes de réalité virtuelle ont une limite là-dessus. Donc, pour ceux qui ont l'image 2D, c'est super. C'est des écrans. On peut produire des écrans, des images 2D sur ces écrans et on les perçoit très bien. Donc, on peut utiliser la perception 2D parfaitement, la 2D demi très bien. On peut jouer avec des astuces, comme je disais, comme dans l'église de San Satiro. Mais là où la réalité virtuelle a encore quelques problèmes, un petit peu de problèmes, c'est la perception 3D. C'est-à-dire qu'on peut montrer sur chacun des deux yeux une image légèrement différente. Ça, c'est parfait, ça marche super bien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la possibilité d'utiliser un casque de réalité virtuelle, mais ça marchait extrêmement bien. Mais ce qui ne marche pas bien du tout, et c'est aussi pour ça que certaines personnes ont un peu de mal avec la réalité virtuelle, il y a même des gens qui sont un peu sensibles et ont un peu le mal de transport, c'est que les objets peuvent être représentés loin ou proche, mais en réalité, l'accommodation des yeux, donc le fait de mettre au point, est toujours à la même distance. Et donc, ça se génère un petit conflit entre la nécessité d'accommoder et la nécessité de faire converger les yeux proches pour un objet proche ou en parallèle comme ça pour un objet loin. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il y a par exemple des conseils d'utilisation pour les enfants qui ont encore un peu développé, quand ils sont petits, ces mécanismes on appelle le réflexe d'accommodation-vergence. Et donc, c'est pas recommandé de leur faire beaucoup de réalité virtuelle très petit. Voilà. Et donc là, la réalité virtuelle, pour l'instant, elle n'est pas très bonne. Donc, c'est un peu sa limite. L'autre information dont je vous ai parlé, qui contribue à notre capacité d'effectuer même des mouvements très complexes, c'est le fait qu'on peut sentir notre corps, et notamment notre bras, par exemple notre main, grâce à la proprioception. Okay. Il y a des capteurs qui sont dans tous nos membres qui nous permettent de faire ça. Et en termes de dispositifs, il existe des dispositifs qui nous permettent un peu de manipuler ces informations-là, de les donner des retours un peu artificiels.
c'est ce que là j'ai indiqué comme robot haptique. On va voir un peu plus ça dans le détail. Et je vous parle de tout ça parce que c'est les outils après qu'on verra, qu'on appliquera même avec Thomas. Donc, qu'est-ce que c'est du coup, le dispositif haptique manipule la perception haptique. La perception haptique est la combinaison du fait que quand j'interagis avec un objet, j'ai des informations tactiles qui changent en fonction des mouvements de ma main. Si je suis là, il n'y a pas d'information tactile sur mes doigts. Il n'y a rien, je suis dans l'air. Quand je m'approche, à un moment donné, je commence à sentir l'objet. Si je bouge encore différemment, les sensations ils vont changer légèrement. Et le cerveau arrive à interpréter ces changements en fonction des déplacements de la main pour reconstruire, par exemple, la forme d'un objet, que c'est ce qui est marqué ici. Ou sa taille. Si je dois juste fermer comme ça pour sentir l'objet, ça veut dire qu'il est très petit. Et si je dois plutôt, déjà que quand j'ai fait juste ça, je suis déjà en contact avec un objet, ça signifie que l'objet est plus gros. Donc, je peux estimer sa taille. Je peux estimer à quel point il est souple ou rigide, parce que si j'appuie dessus, il ne va pas se déplacer. Okay, j'aurai de plus en plus de force et plus j'applique plus d'informations tactiles, plus j'applique de force. Il y a des objets, lui par exemple, qu'il est un peu moins rigide. Donc peux appliquer plus de force et déplacer plus mes doigts à l'intérieur de l'objet sans que la force qui l'oppose soit très importante. Et donc ça me permet de savoir si l'objet il est très rigide ou plutôt souple. Voilà. Tout ça, c'est ce que notre système haptique, on va dire, nous donne comme information et qui peut être extrêmement intéressant pour effectuer des mouvements précis. Comme, par exemple, si vous demandez à un robot d'aller prendre un objet sans le détruire, c'est dur. Parce que lui, pour l'instant, ça commence à évoluer, mais les premiers robots, ils n'avaient pas cette information haptique. Et donc, qu'on lui mettait, il y avait une différence pour lui si on lui mettait une brique en verre en cristal. Il allait serrer de la même façon et le cristal, normalement, faisait mauvaise fin. Alors, pas forcément, mais c'est le fait de arriver à reconstruire des caractéristiques en l'explorant de façon tactile. Okay. Après, c'est vrai que pour pouvoir l'explorer correctement, il faut que la main s'adapte à sa forme. Et là, je voulais vous présenter une série de dispositifs qui ont commencé à évoluer, à être développés pour essayer de stimuler de façon artificielle cette modalité sensorielle. On va l'appeler le toucher, peut-être c'est plus simple. Alors, non, pardon. D'abord, je voulais vous illustrer rapidement, je promets, un peu les capteurs, notre système physiologique. Donc, je vous ai dit que la sensation haptique, c'est la combinaison du toucher avec la sensation du mouvement de la main. Le toucher, on a plein de petits récepteurs dans la peau, okay, qui nous disent si je suis en train de toucher quelque chose ou pas. Il y en a de différentes sortes, mais le concept est assez simple. Après, pour ce qui est le sens du mouvement, on a beaucoup de récepteurs dans les muscles, par exemple, qui nous disent si notre muscle est en train de se contracter ou pas. Donc, je sais si je suis en train de fléchir ou pas, par exemple, le coude. Il y a des récepteurs dans les articulations même qui nous disent à quel point j'ai fléchi ou pas mon articulation. Par exemple, dans les doigts aussi sont fondamentaux. Et aussi, dans les tendons, il y a des capteurs qui contribuent à nous dire dans quelle position est ma main dans ce moment-là et même mes doigts. Donc, en combinant l'information du toucher avec l'information du sens du mouvement de mon bras, par exemple, je peux reconstruire les caractéristiques de l'objet que je suis en train de toucher. Alors, c'est là que je voulais en venir, les dispositifs qui sont en train d'être développés pour stimuler artificiellement. On peut, c'est l'équivalent de la réalité virtuelle pour la vision. Ces dispositifs-là, c'est un peu la réalité virtuelle pour la proprioception, pour l'haptique. Ça, c'est ce qu'on appelle des écrans tactiles
c'est plein de petits pistons, on va dire, qui bougent et pour créer des formes. Donc, les yeux fermés, on peut toucher des différents objets qui peuvent être contrôlés, dont la forme peut être contrôlée à l'ordinateur. Ça, c'est l'application un peu limitée, mais ça peut être intéressant pour certaines applications. Là, essentiellement, oui, on peut commencer à reconnaître quelques formes, ok. Mais les autres caractéristiques des objets, on ne peut pas vraiment les simuler. Alors ça, c'est ce que beaucoup de monde pense être un dispositif haptique, mais en réalité, c'est du point de vue commercial qu'on l'appelle comme ça. C'est des, parce qu'il est utilisé dans le domaine du jeu vidéo, c'est des gants qui mesurent les mouvements de la main et s'il estime qu'on est en train de toucher un objet virtuel, okay, mettons que je suis dans le casque de réalité virtuelle et je vois une bouteille. Alors, si je rapproche ma main à la bouteille et le bout de mes doigts va correspondre avec la présence de cet objet virtuel, ben là, ce dispositif fait vibrer les doigts. Mais ce n'est pas la vraie information haptique, parce que la vraie information haptique, c'est une pression constante, on va dire. Si je vais saisir cet objet, je vais avoir de la force tout le temps qui agit sur mes... Ce n'est pas une vibration qui se génère. Donc, c'est un petit expédient technologique assez facile à réaliser qui permet déjà quand même d'avoir des petits jeux sympas ou qui permet d'interagir un peu plus facilement avec des objets. Et là, on peut commencer à voir un peu, reconstruire des formes, parce que si je fais bzz, ok, bzz, 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 je peux reconstruire un peu la forme de l'objet que je suis en train d'explorer. Et un peu la taille aussi. Après, il y a des dispositifs un peu plus avancés, où, alors, ça, c'est la version... Alors, ça, c'est vraiment limité à le domaine de la recherche, il n'y a pas vraiment des applications commerciales. C'est un peu le même concept, mais avec des forces appliquées aux doigts. Mais c'est un système très encombrant, avec des forces très limitées, mais là, on peut déjà faire appliquer des forces au bout des doigts lorsque l'ordinateur estime qu'on est rentré en contact avec l'objet virtuel. Et après, il y a toute cette série de dispositifs à retour de force qui ont déjà des applications plus répandues. Là, par exemple, c'est pour le design je ne sais pas de quoi, d'un oiseau. C'est des dispositifs qui permettent, en fonction de la position de la main de l'opérateur qui est en train d'interagir, d'appliquer une force sur la main de l'opérateur. Et là, on commence à pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et ces dispositifs peuvent avoir différentes interfaces. Par exemple, ici, on voit que ce petit robot, on le met sur le bout du doigt. Donc là, dans ce cas-là, on peut appliquer la force directement sur le bout du doigt. Sinon, celui-ci, comme celui dans la photo d'en haut, c'est une espèce de stylo. Et donc, on peut explorer les objets comme si on l'explorait avec un petit stylo en touchant le contour de l'objet. Et après, il y a ces dispositifs-là qui ressemblent plus à ceux que moi j'utilise, dans lesquels il y a vraiment une espèce de poignée qu'on prend, qui nous permet d'explorer des volumes de travail un peu plus importants, donc permet de simuler la présence d'un objet plus conséquent en taille, et aussi sont beaucoup plus puissants, et donc on peut avoir simulé des objets, je veux dire, on peut vraiment cogner sur l'objet, si vous voulez. C'est assez réaliste. Parce que les autres dispositifs sont quand même des moteurs un peu des petites puissances, donc sont un peu limités dans le rendu qu'ils peuvent donner. Et bien ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec ce dispositif de force, je peux faire en sorte, en contrôlant avec un ordinateur, que, mettons que je veux simuler la présence de cette bouteille-là, si ma main, elle est ici, loin de la bouteille, aucune force est appliquée sur ma main. Si je me rapproche de la bouteille et je rentre en contact avec la bouteille virtuelle, le robot, essentiellement, me repousse, m'interdit de pénétrer dans la bouteille, si c'est un mur, de pénétrer dans le mur. Et donc là, je vais vraiment sentir physiquement. Après, il y a des dispositifs encore plus évolués qui permettent non seulement d'avoir des retours de force, mais aussi d'avoir des couples qui sont générés. Par exemple, ici, j'ai mis ces deux exemples-là. Si je veux simuler
dans la réalité virtuelle, le fait de mettre une clé et de la tourner, le fait de la tourner, ça demande d'appliquer une couple, une torsion à la clé. Et normalement, certaines serrures, en plus les vieilles plus que d'autres, elles résistent à le fait de tourner. Et ça, je ne pourrais pas le simuler s'il n'y avait pas des dispositifs comme celui-ci qui appliquent aussi des couples à ma main et pas seulement des forces. Bon, c'est un peu des détails de geek technique, mais bon, ça peut être intéressant à savoir dans la vie, qui sait. Et l'autre outil à laquelle je l'ai mis dans les outils technologiques, mais bon, c'est un peu. Il y a beaucoup de technologies, ceci dit, c'est l'apesanteur. C'est le fait de pouvoir faire des expériences en microgravité. Et cet outil-là, c'est pour jouer avec ce que je disais tout à l'heure, c'est l'organe de l'équilibre. Okay, parce que essentiellement, dans cet organe de l'équilibre, ce qu'on a, c'est une espèce de fil à plomb. Okay, c'est un fil à plomb qui nous dit, ben, le haut, il est là, le bas, il est là. Parce que le fil à plomb, il tire toujours vers le bas. Alors, ce n'est pas exactement un fil à plomb, mais vous allez voir, c'est presque pareil. Essentiellement, il se trouve, comme je disais, là, derrière l'oreille. Il y a c'est un système, franchement, que je ne sais pas qui l'a dessiné, celui-là, mais qui l'a projeté, mais il est vraiment malin comme dispositif. Il y a ces canaux, cette espèce de rond, okay, qui marche. Alors, l'exemple que j'ai fait toujours aux étudiants, c'est le suivant. Imaginez que vous avez une tisane avec de l'herbe dedans, de l'infusion dedans. Alors, moi, ça m'arrive tout le temps que l'herbe est en face de moi. Okay. Et j'ai toujours le réflexe, pour essayer de virer l'herbe, les petites feuilles qui sont en face de moi, de tourner la tasse. Si quelqu'un est bête comme moi, parmi vous, c'est que ça ne marche pas trop. On tourne la tasse, mais le liquide reste toujours là, et l'herbe reste toujours en face. Mais ça, c'est le fonctionnement de ces petits canaux-là, c'est exactement le même. Si on tourne la tête tourne, mais le liquide, il y a un petit liquide qui s'appelle endolymphe dans ces canaux, il reste toujours en place. Et donc, il y a un mouvement essentiellement réciproque entre ce liquide et notre tête, ce qui stimule des cellules qui ressemblent un peu à ça. Ça marche pas trop. Et qui communiquent finalement à notre cerveau. Écoute, il y a eu un mouvement essentiellement de la tête. Mais ça, c'est pas le fil à plomb dont je vous parlais. Le fil à plomb dont je vous parlais, c'est ces deux messieurs-là, c'est le sacule et le tricule. Et là, c'est vraiment, c'est une fil à plomb dans le sens que, vous voyez, quand on a la tête droite, il y a ces cellules avec une espèce de gélatine avec des cristaux dedans, okay, qui restent là. Mais dès que j'incline la tête par rapport à la gravité, le poids de cette espèce de gélatine, okay, va faire pencher ces cellules. Vous le voyez ? C'est exactement le fonctionnement d'un fil à plomb, mais c'est un fil à plomb à l'envers. Un fil à plomb, il est vers le bas, et lui, c'est une espèce de fil à plomb vers le haut. Donc, si on décale un peu l'orientation de la tête, ben, le poids de cette masse-là, c'est des cristaux qui s'appellent des autoconiens. Ils font pencher ces cellules et ils vont envoyer le message au cerveau comme quoi on est incliné par rapport à la gravité maintenant. Okay, et donc, alors, le sens des vestibulaires, de l'équilibre, c'est quelque chose. La vision, tout le monde connaît. Je vous parle de ça et dis oui, je sais de quoi tu parles. La proprioception, quand je dis si on ferme les yeux, on sait où c'est la main. Si vous faites le test, vous êtes convaincu. Le système vestibulaire, l'organe d'équilibre, on ne l'a pas consciemment. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, mais on n'en a pas vraiment conscience. C'est pour ça qu'historiquement, je pense que c'était Aristote, mais je ne suis pas sûr, quand il avait fait nommer tous les sens, il avait mis le goût, l'odorat, la vision, mais l'équilibre, il n'avait pas mis. Et parce qu'on n'en a pas vraiment conscience. Mais je vais vous montrer quelques exemples d'évidence expérimentale, comme on dit dans le domaine, du fait qu'il existe, qui est très important. Peut-être que déjà, d'ailleurs, ça, vous l'avez vécu. Là, on est en train de stimuler les canaux de ce gamin. Ça, c'est seulement la partie de stimulation. Après, on va faire la partie expérimentale. Mais il faut stimuler assez longtemps pour que ça marche bien.
Et là, le papa va lui demander, qui est en train de filmer, va lui demander d'aller vers lui. Il y a pas moyen. Ça, c'est notre système d'équilibre qui a été stimulé de façon pas très gentille pendant trop longtemps. Et là, la conséquence, même une fois qu'on a arrêté de le stimuler, le cerveau n'arrive plus à bien utiliser le signal qui vient de lui. Et donc, on tombe. Après, les autres évidences, vous savez, ce comportement-là, le contrôle postural, le fait que, par exemple, les chats arrivent à tomber bien sur leurs pattes, c'est vraiment dû au fait qu'ils arrivent à équilibrer tout d'abord leur tête. Ça, c'est typique. Leur tête est tout de suite réalignée avec la gravité. Et après, ils font suivre le corps. Et là, il y a une vidéo que j'adore, où on montre l'utilisation du système vestibulaire alors je ne sais pas quel oiseau c'est un hibou, un truc comme ça. Donc essentiellement, vous voyez que malgré qu'il soit tourné dans tous les sens par l'opérateur, sa tête, ça ne bouge pas d'un degré, hein. Elle est hyper stable. Et il va vous montrer, le monsieur, tout de suite, que ce n'est pas la vision. Parce que dans quelques secondes, il va lui couvrir les yeux, et ça marche quand même. Donc là, c'est cette information, ce fil à plomb, qui est en train de dire au cerveau de l'oiseau, quelqu'un est en train de te tourner, donc tu dois compenser, et il le fait tellement bien que la tête de l'oiseau, elle ne bouge pas d'un degré, quoi. Donc ça, c'est quelques petites évidences du fait qu'effectivement, on l'utilise beaucoup, là c'est des animaux, mais on l'utilise beaucoup, et est très important. D'ailleurs, les pathologies du système vestibulaire, on verra, ont des conséquences assez désastreuses pour les patients. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Juste une vidéo aussi très intéressante. Ça, on l'a fait au labo avec mon collègue Mathieu Bernec. Ça, c'est le comportement d'une souris saine qui n'a pas de soucis. Je ne sais pas si vous arrivez à apprécier, mais on l'a tournée tête à l'envers, et elle, tout de suite, hop là, s'est retournée sur ses pattes. Et là, à nouveau, elle se remet, dès qu'on tourne la boîte dans laquelle on peut coincer, elle se retourne sur ses pattes. Après, il y a des souris qui sont génétiquement modifiées, qui n'ont pas de système de l'équilibre. Le fameux fil à plomb, il n'y est pas. Alors ça, c'est toujours voilà, ça c'est la souris sans otolite. Okay. Elle est née comme ça, elle n'a jamais connu la gravité, la souris. Alors là, elle est normale, elle bouge un peu plus que celle saine, mais vous voyez, elle reste avec les pattes au plafond, on va dire, comme si rien n'était. Pour elle, le contact de ses pattes avec la surface, c'est le sol. Donc elle continue à rester avec les pattes vers le haut, contrairement à la souris standard, on va dire. Et à un moment donné, elle va commencer même à bouger un peu et à faire sa vie tête à l'envers. Okay. Tellement ces informations-là n'est pas présente, et donc elle ne peut pas lui dire qu'elle n'est pas dans le bon sens. Voilà, une autre petite évidence de fait que ce fil à plomb, il est vachement pratique, en vrai. Et en réalité, on sait aussi, on a tous plus ou moins peut-être eu du mal de transport. Là aussi, ce organe de l'équilibre joue un rôle important, et notamment sur le fait que les informations qui viennent de cet organe-là, dans certaines conditions, par exemple lorsqu'on est dans une cabine d'un bateau, peut rentrer en conflit avec les informations visuelles, parce que l'environnement visuel est toujours stable autour de nous, mais il y a une stimulation qui nous dit qu'en réalité on est en train de tourner, comme c'est pour l'oiseau, et ce conflit, ça génère de la nausée, du mal de transport. Ou l'alcool aussi. Hein. Certains auront testé, certains moins. Mais quand on boit trop, une des premières sensations qui est perturbée, c'est celle de l'équilibre. Et là aussi, les résultats sont très semblables à ceux de mal de mer. Et une autre situation, alors là, moins parmi nous l'ont testé, où les choses se passent de façon bizarre, c'est l'empaisanteur, lorsqu'on est dans l'espace. Je vous ai dit qu'ici sur Terre, lorsqu'on penche la tête, il y a cette gélatine, cet autoconia, qui
penche notre cellule ciliée, s'appelle, ce capteur-là, pour nous dire, ben oui, là, tu es incliné par rapport à la gravité, fais gaffe. Okay? Dans l'espace où les objets flottent, et donc aussi cette gélatine-là flotte, même si on tourne la tête, ben, la gélatine, elle ne va pas pencher ses capteurs. Il ne va pas agir mécaniquement comme ici sur ces capteurs. Donc, si on tourne la tête, rien ne passe et tout va bien. Tout va bien. Ça, au début, le cerveau n'est pas content. Mais disons qu'on n'a pas le signal d'erreur, le signal d'attention. Fais gaffe, tu pourrais tomber parce que tu es en train de te pencher. Alors là, j'ai fait un petit résumé, juste pour reprendre les choses un peu dans la globalité. Moi, j'étudie le cerveau, comment le cerveau utilise les différentes informations sensorielles pour contrôler les mouvements. Okay? Et donc, là, j'ai mis tous les outils essentiellement que j'utilise pour pouvoir contrôler les différentes informations, la vision, la réalité virtuelle, la perception, les robots optiques, les entrées de l'organe de l'équilibre, les entrées vestibulaires, ben, on fait de la pesanteur quand on peut. Et pour après voir les conséquences du point de vue moteur, on enregistre les mouvements des sujets avec les systèmes de capture de mouvement. Alors là, si je vous ai perdu déjà là, ça va être pire. Je vais essayer de faire mon mieux, mais je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail de la question spécifique, parce que vous savez que nous, les scientifiques, on a notre petite question qu'on essaie de creuser pendant des années, et des fois, ça devient un peu difficile à expliquer. Ben, essentiellement, là, la tâche typique que moi j'ai étudiée, c'est, on a par exemple là ce bouquin orange, qui a une certaine inclination. Eh bien, je veux comprendre comment le cerveau fait ses calculs pour pouvoir placer bien sa main pour aller le saisir. Ok, l'a positionné dans l'espace et l'a bien orienté pour le saisir. Alors, pourquoi c'est intéressant comme problème? Ben, parce que déjà, si vous demandez de faire ça en robot, il va avoir du mal. Donc, ça veut dire que c'est compliqué comme problème. Et plus précisément, c'est parce que quand on regarde un objet, cet objet est, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, est perçu, acquis visuellement. Et donc, les informations que notre cerveau peut utiliser sont, on dit, codées dans un référentiel rétinien. Voilà. C'est une expression très compliquée, mais ça veut dire que si j'ai un objet ici, et je suis en train de le regarder, je vais la voir au milieu de mon champ de vision, mais si je suis en train de regarder madame, je veux la voir sous la gauche de mon champ de vision. Donc, sa position dépend de où je suis en train de regarder. Donc, c'est pas... tout change si j'essaie d'attraper un objet qui est au milieu de mon champ de vision, ou plutôt si elle est sur le côté. L'information que mon cerveau va avoir, elle est très différente, bien que l'objet est toujours au même endroit dans l'espace. Okay? Et de l'autre côté, la position de la main est codée, je vais utiliser toujours le terme compliqué, est codée dans un référentiel articulaire, c'est-à-dire on se représente les signaux qui arrivent à notre cerveau concernant la position de la main, c'est plutôt exprimé en termes des angles articulaires. Okay? Et donc, le cerveau doit arriver à faire communiquer une information qui est sur ma rétine avec une information qui est en termes d'angle articulaire. C'est là qu'il y a tout le calcul compliqué qui se fait. C'est le fait des... alors encore une fois, c'est des termes un peu techniques, mais le fait que le cerveau doit effectuer des transformations, alors là on appelle cross-modal, donc de la vision à la perception et vice-versa. Okay? On passe de modalité sensorielle à l'autre. Comment il fait normalement le cerveau, ceux qui on considère être la voie standard? C'est celui d'inclure dans ses calculs toutes les informations concernant la chaîne cinématique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'essentiellement, je vois un objet ici en périphérie de mon champ de vision, parce que je suis en train de regarder là-bas. Je dois savoir où je suis en train de regarder, donc les informations relatives à la position du regard. Je dois savoir où ma tête est orientée, et je dois savoir aussi où mon corps est orienté. Okay? Donc, grâce à toutes ces informations-là, la chaîne qui relie mes yeux à ma main, j'arrive à traduire
une information, par exemple, proprioceptive en information visuelle ou vice-versa. Je vais faire un exemple pour que ce soit plus clair. Si je ferme mes yeux et j'ai mes mains là, je peux en quelque sorte, vous pouvez faire le test, la visualiser. Okay, je peux reconstruire son image dans mon cerveau. Ça, essentiellement, c'est refaire tous les calculs avec toutes les articulations que je suis en train d'utiliser pour la déplacer, pour la représenter dans mes yeux. De la même façon, on pourrait, alors ça c'est un peu plus compliqué, mais je peux observer un objet, il va être rapporté quand même, et imaginer quelle sensation viendrait de ma main si j'étais en train de le saisir. Je vois un objet là en vert, je pourrais dire, OK, quel déplacement je dois faire en termes de mes articulations pour pouvoir le ressentir. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne cinématique qui me permet de faire ces transformations. L'idée à la base de toutes mes recherches, essentiellement, c'est pas celle-ci, c'est qu'en réalité, on utiliserait aussi, pas seulement, mais aussi la gravité. C'est-à-dire que la gravité, c'est une entité un peu compliquée, d'ailleurs, parce qu'il a fallu Einstein pour comprendre un peu plus d'où ça vient, mais quelque chose qu'on peut ressentir sur notre corps, okay, par exemple, sur ma main, lorsque je vais saisir un objet, je peux sentir l'orientation de ma main grâce à l'action de la gravité sur ma main, mais aussi c'est quelque chose qu'on a l'habitude, en quelque sorte, de voir. C'est-à-dire que si déjà dans notre environnement, on a plein de référentiels verticaux, pardon. Les murs sont verticaux, les fenêtres sont verticales, et même dans la nature, les arbres poussent normalement assez droit, et les plans d'eau sont toujours bien perpendiculaires à la gravité. Et donc c'est une entité qui peut, en théorie, faire un peu le lien entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Et ça, c'est un peu la réflexion qui nous a amené vers les études que je vais vous présenter. L'idée que peut-être cette communication entre la rétine et la main, ça s'est fait aussi grâce à la gravité. Alors, je comprends que c'est compliqué, mais c'est une hyper simplification, ce que je suis en train de faire. Donc, j'espère qu'au moins le message global, il passe un peu. Alors, pour pouvoir étudier ces phénomènes-là, déjà, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas les casques de réalité virtuelle qu'on a aujourd'hui. Et donc, j'ai dû, en tant que justement ingénieur un peu geek, commencer à développer les miens. Et là, c'était... ça, déjà, on essaie bien abouti, à dire le vrai, mais ça, c'est un système que j'ai développé qui nous permettait de faire des... Vous voyez là, la suivi en temps réel des mouvements du sujet. J'avais essentiellement couplé un de ces systèmes de capture de mouvement avec un casque très lourd, très inconfortable. C'était les pauvres sujets qui passaient mes manips. Et après, il y a des casques de réalité virtuelle commerciaux qui ont commencé à sortir sur le marché. Donc, j'ai sauté dessus parce que c'était une chance unique pour avoir des dispositifs déjà assez performants. Parce qu'il faut dire que le domaine des jeux vidéo, c'est un domaine qui est assez riche. On a des moyens économiques assez importants. Et donc, dès qu'eux, ils se sont mis vraiment dans ce domaine-là, de la réalité virtuelle, les progrès ont été vraiment fabuleux. Et moi, mon petit dispositif fait maison, il ne pouvait pas rivaliser. Et donc, mais quand même, il y avait certaines choses qui ne marchaient pas suffisamment bien, surtout du point de vue scientifique, la précision n'était pas encore celle qu'on voulait. Donc, on a quand même dû intégrer faire encore un peu de bricolage, on va dire. Et après, maintenant, on utilise souvent on peut se limiter à utiliser des dispositifs commerciaux, sauf, comme on verra, lorsqu'on va en microgravité. Alors, pourquoi la réalité virtuelle ? Je vous ai dit qu'on veut pouvoir manipuler les informations visuelles qu'on donne au sujet. Et là, j'ai fait un exemple de tâche que je peux utiliser lors de mes expériences. Par exemple, là, le sujet voit ces espèces... Alors, déjà, il est dans un petit tunnel représenté par ce truc de perspective. Il voit ces barres rouges, que moi j'appelle des barres laser,
qui vont fermer le tunnel. Et le but, c'est que les sujets doivent lever leurs mains et tirer avec une espèce de pistolet pour faire passer une balle qui est en forme un peu bizarre, un peu comme ça, si vous voulez, à travers ces barres qui ont disparu entre-temps. Okay. Et donc, dans ce cas-là, il y a une cible, un objet visuel. Et là, le sujet peut utiliser le retour visuel de sa main, donc il le voit dans la réalité virtuelle, mais aussi les informations qui viennent de son bras, la proprioception, pour essayer de bien, comme pour l'exemple d'aller saisir le livre, il voit l'orientation du livre, il peut bien orienter, régler sa main pour orienter, pour bien saisir le livre. Et après, on peut jouer, c'est là que ça devient intéressant, parce que ça, c'est ce qu'on fait un peu d'habitude. Ben là, on a déjà une condition que normalement on ne pourrait pas avoir, c'est-à-dire que des fois, j'ai fait soulever la main au sujet pour aller saisir l'objet ou tirer sur le... Mais la main n'est pas représentée dans l'environnement virtuel. Donc, il lève sa main, il n'y a rien. Et donc, il peut utiliser les signaux qui viennent des articulations pour pouvoir bien orienter la main. Ça, c'est le premier intérêt de la réalité virtuelle, pouvoir enlever des informations visuelles. Et là, il y a une autre condition, une condition purement visuelle. Et là, il y a une espèce de main virtuelle qui apparaît en face de l'objet, mais du sujet, pardon. Mais lui, il la contrôle avec une petite souris, un petit joystick. Donc, il ne peut pas utiliser son vrai bras pour sentir l'orientation de la main virtuelle. Il peut seulement regarder comment elle bouge sur ses yeux. OK ? Et après, bon, il y a encore des autres choses compliquées qu'on peut faire. Par exemple, c'est là qu'on fait du temps réel beaucoup. On peut utiliser du son pour dire cherche l'orientation du bouquin. C'est-à-dire, il explore un peu l'espace et quand c'est la bonne orientation, on lui met un bon son qui dit bzzz, voilà, c'est la bonne orientation. Après, du coup, il sait quand il devra aller saisir l'objet, c'est celle-là cette information. Et du coup, c'est proprioceptif qu'il aura mémorisé pour pouvoir effectuer sa tâche. Donc, tout ça pour dire qu'on peut s'amuser à jouer beaucoup avec les informations que le sujet a à disposition et donc étudier les effets des différentes informations. Et l'autre chose, et c'est là qu'on va commencer à se rapprocher à l'espace, c'est qu'à un moment donné, on a voulu tricher un peu et on a voulu faire un petit conflit sensoriel. C'est-à-dire que normalement, quand les sujets faisaient la tâche tête droite, dans certains essais, on va dire, dans certains tests, on demandait au sujet, une fois que la cible a été disparue, d'incliner un peu la tête sur le côté avant de pouvoir aller saisir l'objet. Au début, c'était aussi simplement pour faire entrer en jeu un peu le système de l'équilibre, okay, pour voir son rôle, comment le cerveau l'intégrait. Mais aussi parce que, comme je vous disais, on voulait tricher un petit peu. Et ce qu'on faisait, c'est la chose suivante. Donc imaginez, ça c'est le tunnel vu en face de vous. Okay. Et ça, j'ai souligné un peu plus ces deux repères qui nous indiquent un peu la verticale. Okay. Maintenant, imaginez que je vous demande, OK, mémorisez l'orientation de ces barres-là, parce que vous devez devoir aller les saisir avec votre main. Les barres vont... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est estimer l'angle de ces barres-là par rapport à la verticale. Dire là, par exemple, c'est environ 45 degrés. Donc, il va falloir incliner de 45 degrés ma main pour bien saisir ces barres-là. Donc, les barres, elles vont disparaître. Et normalement, ce que j'ai fait, je demande au sujet d'incliner la tête. Tout va bien. Et on peut toujours utiliser la verticale. Justement, c'est surtout lorsqu'on fait ces mouvements-là qui sont un peu désorientants, qui vont un peu nous désorienter, qu'avoir un bon référentiel solide comme la verticale, ça peut être pratique. Mais ce que j'ai fait des fois, c'est que la verticale, je ne la garde pas là où elle est vraiment, mais je la dévie légèrement. Pendant que le sujet tourne la tête, je vais légèrement incliner la scène visuelle. Vous voyez que la verticale, maintenant, est un petit peu inclinée. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est que si j'ai utilisé ces repères visuels pour estimer l'orientation de la cible, du coup, je vais avoir ma réponse de ma main déviée aussi de la même angle dont j'ai incliné
la verticale. De temps en temps, lui, il ne marche pas. Vous voyez, là, ma verticale, je l'ai inclinée de 9 degrés par rapport à la gravité. Et donc, mes réponses, là, mon calcul de 45 degrés par rapport à la verticale, va être aussi dévié de 9 degrés. Par contre, si j'ai fait mon cerveau a fait un calcul différent, c'est-à-dire, par exemple, j'ai fait l'angle est plutôt à 45 degrés par rapport à mon corps, ou 45 degrés par rapport à la gravité, là, le fait d'avoir tourné la scène, ça ne devrait avoir aucun effet. OK ? Et je vais vous montrer que c'est le cas. Là, on avait fait des tests avec le sujet qui avait la tête droite lorsqu'il regardait la cible et la tête inclinée lorsqu'il allait essayer de saisir l'objet, on va dire. Et ce qu'on voyait, là, c'est lorsque la tête est inclinée. Alors ça, c'est essentiellement, là, il y a marqué visual weight, c'est de combien les réponses du sujet ont été déviées par ces petites tricheries. Là, c'est 0 essentiellement. Vous voyez, cette valeur-là, c'est très proche de 0. Donc, ça veut dire que dans cette condition-là, les sujets essentiellement ignoraient l'environnement virtuel et étaient très ancrés sur leur corps et sur la gravité, okay, sur la proprioception, on va dire. Mais il y a une autre condition dans laquelle les sujets mémorisaient l'orientation du livre des barres avec la tête inclinée et après, ils répondaient avec la tête droite. Donc, on peut le symétrique de cette condition-là. Et bien là, les choses changeaient complètement. Okay, là, les sujets étaient extrêmement affectés par le fait d'avoir tourné la scène visuelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'était un des premiers résultats qui nous a dit, alors quand même, cette inclinaison de la tête par rapport à la gravité, comme ça pourrait être un facteur très important pour comprendre comment notre cerveau combine les différentes informations. Là, par exemple, on a réussi à changer complètement l'importance donnée à la vision, à l'environnement visuel par nos sujets, par le fait d'incliner un moment plutôt que l'autre la tête. Et la question tout de suite qu'on se posait, c'est mais est-ce que c'est le fait d'avoir tordu le cou, par exemple, ou c'est le fait vraiment d'avoir la tête plus alignée avec la gravité? Okay. Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser de plus en plus à la gravité. Et là, ce qu'on a fait, pour une façon assez basique de répondre à cette question, c'était de faire exactement les mêmes types de tâches au sujet assis ou plutôt allongé. Pourquoi ? Parce que ici, on est principalement aligné avec la gravité et tout va bien, disons. Là, on est tout le temps perpendiculaire à la gravité. L'idée étant, peut-être du point de vue évolutif, même en tant qu'individu, parce que même dès la naissance, et même avant d'ailleurs la naissance, on est soumis à la gravité. Mais même comme espèce humaine, on a évolué du singe, et même avant, tout ça, toujours avec la gravité qui était là comme un gros référentiel. On a l'habitude de faire des tâches complexes bien alignées avec la gravité. C'est rare qu'on travaille non aligné avec la gravité. Et donc, on s'est dit, si on fait travailler nos sujets, on fait faire les mêmes tâches couchées, les mouvements du cou vont être exactement les mêmes, mais ce qui change, c'est l'alignement avec la gravité. Essentiellement, alors là, on s'est focalisé d'ailleurs sur cette tâche c'est la tâche où cette communication entre l'œil et la main, c'est la plus compliquée, parce que la cible, c'est un objet visuel, on veut dire, et la réponse, là, elle n'est pas représentée dans l'écran, dans le casque de réalité virtuelle, donc on peut utiliser seulement les sensations qui viennent du bras pour bien orienter notre main. Donc là, il y a la communication entre les deux modalités sensorielles est complexe, et c'est cette condition-là, c'est la condition qui est le plus affectée par la posture du sujet, par le fait d'être allongé plutôt qu'assis. Et pour être sûr que c'était spécifique de l'effet de la posture, de l'orientation par rapport à la gravité, était vraiment principalement sur cette communication œil-main. On a fait les deux tâches, on va dire, contrôle, une tâche purement visuelle, où du coup il n'y a pas besoin de faire ce type de transformation, ou une tâche purement proprioceptive, où il n'y a pas non plus besoin de faire ce type de transformation entre une modalité et l'autre. Et donc vous voyez, dans ces deux tâches proprioceptives en bleu et visuelles en rouge, il n'y a pas cet effet énorme de la posture. Donc ça veut dire la gravité
effectivement, ça va avoir une importance remarquable dans notre capacité de faire communiquer nos yeux avec nos mains, et vice-versa. L'autre question, c'était, OK, il y a la question de l'évolution, mais est-ce qu'on a évolué en tant qu'espèce et de façon à être optimisé pour travailler avec la gravité, ou on peut s'adapter? On peut s'adapter à le fait, par exemple, de travailler allongé. Il y a peut-être certains qui aimeraient. Eh bien, il y a des études qui sont effectuées par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui sont faites pour la plupart du temps en France, d'ailleurs, à Toulouse, à la clinique spatiale, où il y a des sujets qui sont alités pendant 2 mois consécutivement. La règle, pour faire comprendre, c'est qu'ils ne peuvent pas lever les 2 épaules à la fois pendant 2 mois du lit. Donc, ils peuvent être soit sur le dos, soit sur un côté, soit sur l'autre, éventuellement sur le ventre, mais ce n'est pas très confort. Mais pendant 2 mois, même pour toilette, douche, tout ça se fait horizontal. Même, à dire le vrai, vous voyez, c'est légèrement incliné vers le bas, la tête vers le bas. Ces études-là, ils viennent des agences spatiales parce que cette posture un peu bizarre, un peu tête vers le bas, avait été montrée, rassemblait beaucoup à ce qui se passe en microgravité, en orbite, en apesanteur, du point de vue cardiovasculaire, du point de vue aussi pour l'atrophie musculaire, comment le fait n'être plus dans la nécessité de supporter notre poids fait que nos muscles fondent assez rapidement. Et c'est la raison pour laquelle ces types d'études ont été développés, donc pour vraiment la physiologie pure et dure. Et là, on a proposé de se greffer à ces types d'études et dire, bon, ils ont quand même 2 mois là-bas, ils n'ont pas grand-chose à faire, nous, on voudrait les tester en réalité virtuelle. Et eux, avant de comprendre la torture qui les attendait, ils étaient ravis. Donc, ils ont tous dit oui. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, bon, on va les tester avant cet alitement, à plusieurs moments. D'ailleurs, je pense que j'ai un petit schéma. On les a testés avant l'alitement, et là, on les a testés juste le 2e jour de l'alitement, le 30e jour, donc après un mois, et après 2 mois essentiellement, pour voir s'il arrivait à s'adapter en termes de cette dextérité manuelle que nous, on va tester, au fait d'être allongé. Et après, on les a testés aussi 2 fois après l'alitement. Et après, au labo, on a fait aussi toutes des études, ce qu'on appelle contrôle, avec des sujets simplement qui ont suivi exactement le même protocole, à part le fait qu'ils étaient pas alités pendant 2 mois et qu'ils faisaient toujours la tâche confortablement assis. Et là, je vais vous montrer les résultats, mais c'est pas pour rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est la fameuse condition compliquée où il faut faire communiquer l'œil et la main, la visuo-proprioceptive. Et là, on voit un effet énorme, encore une fois, du fait d'être réalité. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que cet effet, il persiste. Alors, il y a certains paramètres qui reviennent un peu à la normale, mais certains restent comme celui-ci, donc notamment l'importance qu'on donne à l'environnement visuel, qui reste vraiment invarié. Comme quoi, notre cerveau, il ne reviendrait pas à sa façon de fonctionner, on va dire terrestre, mais que finalement, il a trouvé une solution pour faire les choses allongées, et il va la garder pendant les 2 mois. Okay. Et encore une fois, on ne voit pas des effets très importants. Pour ceux qui ne sont pas scientifiques, les étoiles, ça veut dire qu'il y a un gros effet de ce qu'on est en train de tester. Et s'il n'y a pas d'étoiles, pour faire simple, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet, on ne voit pas grand-chose. Et donc, pour la tâche visuelle, purement perceptive, encore une fois, on ne voit pas beaucoup d'effets de l'alitement. Et donc, là, on s'est dit, ça, c'est ce qu'on peut faire au sol, mais qu'est-ce qui va se passer pour les astronautes qui restent 6 mois là-bas? Est-ce qu'eux, ils vont arriver à s'adapter? Parce que eux, des tâches de dextérité comme ça, comme vous verrez, ils doivent en faire.
Donc c'est important d'arriver à quantifier un peu si leurs capacités sont vraiment perturbées et pendant combien de temps. Et donc c'est dans ce contexte-là que j'ai pu travailler pour la première fois avec Thomas Pesquet lors de sa première mission spatiale qui s'appelait Proxima. Et là, on a proposé l'expérience qu'on a appelée GRASP, le petit nom, il est là, qui est essentiellement celle que je vous ai décrite tout à l'heure, réalité virtuelle. C'est presque exactement la même par rapport à celle des patients alités pendant 2 mois. D'ailleurs, vous voyez que le dispositif, c'est essentiellement le même. Et ce qu'on a pu faire, par contre, de différence, c'est qu'à microgravité, on a pu tester les sujets vraiment lorsqu'ils flottaient. On les a testés un peu assis, mais aussi, là, ils sont juste fixés un petit peu pour qu'ils ne se cognent pas contre les murs, mais essentiellement, ils sont en train de flotter. Et encore une fois, on s'est amusé, nous, oui, eux, moins, à les torturer pendant des heures, c'est-à-dire à tester plein de conditions différentes, notamment celle qui nous intéresse beaucoup, la tâche complexe, où il y a la communication eux-humain qui est compliquée, et les 2 tâches un peu plus simples. Et alors là, c'est du point de vue technologique, ça a été un gros challenge parce que je vous ai dit, maintenant les systèmes de réalité virtuelle, on peut l'utiliser aussi au laboratoire et ça marche plutôt bien, sont fiables. Mais si vous prenez un casque commercial et vous l'amenez en orbite, il ne marche plus. Pourquoi ? Parce que comme nous, il a un fil à plomb, il a un système vestibulaire et il l'utilise pour stabiliser les images et pour comprendre où il doit représenter le ciel, où il doit représenter le sol. Il faut qu'il sache. Et ces systèmes-là sont conçus, normalement, la gravité, elle est toujours là, on l'a vu, et c'est une solution logique pour les concepteurs de ces dispositifs de l'utiliser, parce qu'elle est extrêmement fiable comme information. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a une condition dans laquelle l'information n'est pas là, et c'est quand on est un apesanteur. Donc, on a dû faire les gros geeks, arriver un peu, en anglais, on dit à hacker le système et reprogrammer tout pour qu'on arrive à lui faire ignorer la gravité, mais en même temps, du coup, les systèmes n'étaient pas aussi performants qu'on aurait voulu. Et donc, on a dû développer tout un système d'acquisition. Vous voyez, ces 2 grosses barres. Là, on se retrouve ici, on est dans le module de la station spatiale, le Columbus. Essentiellement, c'est le laboratoire scientifique européen. Okay. Et on a placé 2 gros caméras 3D, c'est ça, ces 2 gros barres noires. On les a placés de ce côté de Columbus. Et de l'autre côté, on a mis notre sujet avec plein de capteurs sur lui. Qu'il est plus ou moins placé là. La porte que vous voyez ici derrière lui, cette porte-là qu'on voit derrière ce bonhomme. OK ? Donc, ça a été, du point de vue de développement et aussi de la taille de la mission, on va dire, ça a quand même été quelque chose de remarquable. Heureusement, ça, c'est ce que je vais vous montrer, c'est le vidéo de Thomas, qui s'amuse beaucoup à faire de la com, donc elle a fait une super vidéo lorsqu'il a testé pour la première fois l'expérience. Lui a été la première fois, a été vraiment, plus qu'un cobaye, a été notre collaborateur scientifique parce que la première étape, c'était voir si ça marchait, tout ça. Et faire des petits tests, mais ce n'était pas là encore la vraie expérience. En anglais, on appelle ça le commissioning. Et ça, c'est Thomas qui, pour la première fois, il avait déjà installé le siège là, qui fait partie de notre dispositif, où à l'intérieur, on a l'ordinateur, tous les systèmes de mesure sont là-dedans. Et là, il va s'apprêter à installer l'arnais qu'il a pris dans la main, que j'avais montré un peu dans une image tout à l'heure, pour la première fois, pour voir si ça aussi ça marchait, parce que n'était pas trop sourd. Et d'ailleurs, on avait fait tous les tests dans une simulation de Columbus, mais la longueur des sangles n'était pas la bonne, apparemment. Donc, il a dû se débrouiller pour faire des nœuds, pour tendre un peu plus les sangles, parce que voilà, ça, c'est pour vous dire à quel point les manips, même pour les aspects les plus futiles, les plus banals, peuvent foirer complètement si on ne s'adapte pas. Et là, il est en train de tester
notre expérience et vous verrez de temps en temps, il va nous appeler. Nous, dans ce cas-là, on est au CNES de Toulouse, où il y a le centre de contrôle, le CADMOS s'appelle, et on peut communiquer avec eux pour voir comment faire avancer. On regarde un peu les résultats en temps réel pour certaines choses, et on lui dit comment ajuster. Là, il est en train de parler avec nous, il dit OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'il y avait toute une procédure, mais en fonction des résultats que nous on voyait, il fallait plutôt aller dans un sens, plutôt dans l'autre, pour faire des tests qui nous permettent après d'optimiser le protocole expérimental, on va dire. Parce qu'on peut prévoir tout sauf la microgravité. Ça, c'est vraiment très compliqué à prévoir. On n'a pas des moyens, à part un qu'on verra, de tester les choses au sol. Donc là, le niveau de tension, on va dire, lorsque Thomas a essayé le dispositif, était à 1000, hein, parce que ça pouvait complètement foirer et aurait été d'ailleurs extrêmement normal. Dans le domaine spatial, il y a 50% des expériences qui ne marchent pas. Parce qu'il y a des petits détails qu'on a vraiment du mal à prévoir qui vont interférer, parce que vraiment au sol, on n'a pas le moyen de tester ces aspects-là. Et là, je laisse défiler, même s'il a fini, parce qu'il y a une chose qui, pour nous, qui on connaît le dispositif, c'est épatant. Cette chaise-là, elle pèse environ 50 kilos. Et il faut être au moins à 3 pour la soulever. Moi, j'ai du mal. Et vous verrez comment elle la replie et comment il s'en débarrasse assez facilement. Je peux imaginer, pour vous, c'est difficile à apprécier, mais voir un objet de 50 kilos être tenu comme ça avec 2 doigts, c'est toujours quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, le rangement de Columbus, c'est... je trouve pas un mot pas vulgaire pour le dire, mais c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Et d'ailleurs, ils sont ravis. Notre expérience, celle-ci en tout cas, ça se termine très bientôt. Il y a tous l'ESA et la NASA qui sont ravis parce qu'enfin, ils pourront virer de la station spatiale notre dispositif, qui c'est très encombrant. Donc, ils ont tous hâte de ça. Et nous aussi, parce que en réalité, parce que ça, donc la Proxima, donc la première mission de Thomas Pesquet a eu lieu en 2016. Donc, et nous, on a commencé à travailler là-dessus en 2006. Donc, ouais, c'est un projet assez long. Donc, le voir arriver à plus ou moins en terme, c'est quelque chose d'assez, à la limite, émouvant. On a eu la dernière session à bord de l'ISS parce que, comme toujours, on a aussi des prêts. On teste les astronautes, comme je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer. Avant, même plusieurs fois. En vol, on a pu le tester 2 fois. On va dire au début de la mission et vers la fin de la mission, donc à peu près 6 mois de différence, et aussi au retour. Ça, c'est des résultats très préliminaires, donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on a des résultats, on voit des choses, mais je ne vais même pas vous décrire, mais ce que j'étais en train de dire, c'est que il y a un mois et demi, on a eu la dernière session à bord de la station spatiale. Et ça a été quelque chose d'assez, effectivement, d'émouvant parce que c'était le travail de presque 20 ans qui trouve sa fin. Et voilà, c'est presque... D'un côté, on est ravis que finalement ça s'est terminé, qu'on puisse bien trier les données, les faire connaître aux autres. De l'autre côté, c'est un petit morceau de notre vie qui se termine et qui est là... On se trouve un peu au chômage technique. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais voilà, notre activité au quotidien va un peu changer. Puisque ça peut être intéressant, d'un certain point de vue, il va changer en bien parce que les activités spatiales, Francesca le sait, parce que je lui avais promis de venir ici plusieurs fois. Mais mon planning, il est très compliqué parce que ma vie, essentiellement, dépend du calendrier des astronautes. Et leur calendrier bouge beaucoup. La météo, ça peut faire changer un départ d'une navette. Des problèmes techniques peuvent faire décaler les activités à bord de l'ISS. Et donc, moi, malheureusement, je dois être prêt à m'adapter à ces changements-là. Et voilà, c'est un peu compliqué.
Donc là, les activités à bord sont terminées. Donc enfin, j'ai pu dire oui à Francesca pour venir ici vous raconter un peu ces histoires-là. Là, je tiens beaucoup à parler de ça parce que le spatial, c'est fascinant et tout ça, c'est sexy à raconter. Mais moi, honnêtement, des astronautes, je m'en fous un peu. Je dois être honnête. C'est pas le but pour moi, les astronautes, même si ça peut être très intéressant pour eux, pour voir comment eux peuvent s'adapter ou pas justement à l'environnement en orbite. Mais pour moi, la microgravité, c'est une façon de voir le rôle de ce fameux fil à plomb qu'on a dans l'oreille interne. Donc c'est seulement en enlevant cette information-là, mettant sous off cette information-là, qu'on peut voir comment son rôle dans notre quotidien. Et la seule façon, malheureusement, de pouvoir le faire, c'est là-haut, c'est en orbite. Mais les résultats qu'on obtient en orbite, ils nous disent des choses, par exemple, sur ce qui se passe pour dans ce cas-là, c'est des enfants avec des troubles du système de l'équilibre. Okay. Là, on a une collaboration exceptionnelle avec le Necker, l'hôpital Necker, où il y a des enfants qui ont des pathologies, souvent c'est génétique, donc ils sont nés avec le système de l'équilibre qui ne marche pas. Souvent, c'est accompagné aussi à la surdité. Du coup, c'est des enfants qui sont implantés du point de vue auditif, mais ça n'existe pas encore des implants pour l'organe de l'équilibre. Ouais, c'est tellement méconnu comme organe qu'il n'y a pas encore des prothèses, on va dire, de l'organe de l'équilibre. Et donc, l'idée, c'était, on a compris que la gravité a un rôle important, non seulement sur l'équilibre, non seulement sur, parce que ça c'est connu en clinique, sur le regard. Le fait qu'on arrive à stabiliser notre regard, c'est beaucoup grâce à cet organe qu'on a derrière l'oreille. Mais nous, on a découvert que ça peut être aussi très important pour cette coordination, la dextérité manuelle, le fait d'arriver à bien saisir des objets, tout ça. Et c'était super intéressant quand on a commencé à travailler avec ces médecins. On leur racontait nos théories un peu farfelues d'astronautes et comme ça. Et ils disaient, mais maintenant que vous nous racontez ces histoires-là, effectivement, dans certains patients, il y a des petits troubles de la dextérité manuelle, on va dire. Eux la décrivent comme ça. Le fait qu'ils n'arrivent pas trop à se représenter leur mouvement de la main. Et du coup, essentiellement, on a fait une version un peu plus ludique pour ces enfants-là, de l'expérience que Thomas a fait en orbite, Ah d'ailleurs, juste pour... oui, ça, c'était pas clair, mais c'est pas Thomas qui est resté depuis 2016 là-haut. On a testé plein d'astronautes depuis. Mais en tout cas, pour les enfants français, ça marche très bien quand on leur dit tu vas faire la même expérience que Thomas Pesquet a fait en orbite. Ils sont super motivés. Et je ne sais pas si j'arrive à faire partir la vidéo. On ne voit pas hyper bien, mais le jeu là, c'est tirer sur des robots et les détruire là. Et pour les détruire, il faut bien viser dans cette fente qui on leur a mis, là, la fente qui sont leurs points de faiblesse. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à les faire bien orienter leurs mains pour faire détruire ces robots. Et là, ils ont plein de robots à détruire. Là, toute la série a détruit le premier. Et parce que aussi garder l'attention des enfants longtemps, c'est compliqué. Donc, alors, c'est pas top comme jeu vidéo, il faut le dire. Mais ça commence à les amuser un peu et on arrive à les tester pendant une petite heure déjà, et c'est pas mal. Et à côté, on fait les tests classiques qu'on fait en clinique pour voir, du coup, essayer de corréler, voir comment les déficits que nous, on voit dans nos tests en réalité virtuelle sont affectés ou en tout cas, sont corrélés scientifiquement, c'est plus délicat, par les déficits que les médecins peuvent détecter avec leurs outils classiques. L'idée serait à plus à long terme, éventuellement, même de développer un petit outil diagnostic et un peu ludique aussi, parce que ces tests-là ne sont pas super rigolos non plus pour les enfants, et pouvoir peut-être détecter des pathologies dans ces enfants-là.
Et donc oui, c'est un projet dont je suis plutôt fier parce que enfin, je suis en train de transférer en quelque chose de un peu moins de niche, un peu moins élitiste, parce que les astronautes, il n'y en a pas beaucoup au monde, à quelque chose d'une utilité sociale, j'espère, un jour un peu plus importante. Et je ne sais pas si vous êtes assommé complètement, je peux continuer, je ne sais pas, c'est vous que vous me dites. Autant que vous voulez, je pense. Intervention, pour ton engagement pour cette conférence qui nous a bien montré les rôles de la technologie de l'espace à la Terre, disons des astronautes jusqu'aux enfants, bien évidemment, de l'hôpital de Necker. Et donc, je laisse peut-être la parole s'il y a des questions, s'il y a des remarques. Je travaillais avec des enfants sourds et avec un notamment qui a des problèmes avec les canaux semi-circulaires. Mhm. Et je trouve que, maintenant il a 16 ans, quand il était petit, il tombait souvent. Et je trouve qu'il a réussi à... Il est très volontaire et il court, il veut courir, enfin, bon, pas... Alors il ça, débrouille bien quand même. c'est quelque chose que j'ai appris justement grâce à cette expérience avec l'hôpital Necker. C'est le garçon dont vous parlez, il est sourd depuis la naissance, donc c'est congénital. Mais justement, on a déjà premier petit résultat qu'on a eu, c'est qu'on arrive à discriminer énormément, différencier énormément les enfants qui ont un déficit congénital de ceux qui ont un déficit acquis. Et ceux qui ont un déficit congénital, ils compensent incroyablement bien leur déficit fonctionnel de ce dispositif. Et justement, l'étape qu'on a on est en train d'essayer de faire là, c'est d'essayer de comprendre comment ils compensent. Parce qu'on peut imaginer avec, par exemple, en utilisant beaucoup les informations dans l'environnement visuel, mais c'est pas ça, parce que même quand dans la réalité virtuelle, encore une fois, on essaie de tricher, on les met dans le noir de façon improvise. Voilà, ça. Ils arrivent quand même à faire la tâche. On leur dit, le robot est assez, il peut voir de temps en temps d'éteindre la lumière, et du coup, vous devez vous débrouiller aussi à tirer dessus dans le noir. Ils y arrivent parfaitement. Donc, on est en train d'essayer de creuser un peu plus la question. Donc, on pense qu'ils arrivent à utiliser justement des informations qui viendraient des autres récepteurs dont je vous parlais, dans le cou, dans le tronc, comme ça, pour arriver à estimer leur orientation dans l'espace. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui c'est en cours et c'est super intéressant. Et par contre, les enfants qui ont un déficit acquis, ils compensent beaucoup moins bien. Donc on les voit un peu avoir un peu plus de mal. Ils se débrouillent quand même pas mal. Nous, au début, on avait fait des tâches vraiment extrêmement simples parce qu'on avait peur que ces enfants ne puissent pas simplement pas les faire et qu'ils soient très frustrés du fait de ne pas le faire. Donc on n'aurait pas réussi à les tester de façon efficace. Mais en réalité, même les déficits acquis, ils se débrouillent pas mal. Alors, les congénitaux, je suis pas suffisamment sûr de ce que je suis en train de dire, mais le système vestibulaire, ça se développe effectivement très tôt dans les enfants sains. Et donc, effectivement, le déficit, il commence à agir déjà en fœtus, en réalité. Donc, le déficit ne commence pas à être, à affecter le développement de l'enfant après la naissance. Il commence déjà avant, donc c'est compliqué. Merci pour cette superbe présentation déjà. Et puis, je me demandais, est-ce que vous avez pensé aussi
répéter vos expériences dans un environnement un peu, enfin, pas en apesanteur, mais sous l'eau par exemple, en suspension, justement aussi en faisant un lien avec l'idée que les bébés, les fœtus puissent déjà développer des compensations, même s'il est en suspension, parce qu'il est en suspension pendant la grossesse, mais du coup, qu'est-ce que ça donnerait peut-être en suspension sous l'eau de répéter ces expériences? Est-ce que vous avez pensé? Alors oui, on y a pensé et il y a d'ailleurs un groupe de recherche à Marseille qui essaie de faire un peu ça. Après, il y a des problèmes techniques difficiles à résoudre. Faire des bonnes acquisitions sous l'eau, c'est compliqué. Mais la chose la plus importante, c'est que, comme dans le fœtus, sous l'eau, la gravité, elle est là et le fil à plomb, il marche parfaitement. Okay? Quand vous faites de la plongée, peut-être vous avez un peu, quand vous commencez à descendre beaucoup et vous n'avez plus la lumière qui vient d'en haut, et là, vous avez l'impression d'être un peu perdu, mais ce n'est pas dû au système de l'équilibre qui, lui, continue à marcher parfaitement. Ce qui, par contre, change beaucoup, c'est les entrées un peu tactiles qui nous donnent des informations de là où c'est haut, où elle est haut, où elle est bas. Vous vous rappelez la souris que je vous montrais là, qu'elle tourne comme ça? Elle utilisait que ça, les pattes, les sensations qui venaient des sensations tactiles sous pattes, pour dire que le bas était là où ses pattes touchaient quelque chose. Okay? Mais l'organe de l'équilibre, lui, il marche parfaitement sous l'eau. Donc, ces types de questions-là, malheureusement, ce serait beaucoup moins cher que de faire toute une mission spatiale. Donc, on aurait bien aimé, mais malheureusement, ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence et on vous dit donc à demain à la médiathèque, toujours en partenariat avec le Festival de robotique des Cachants. Donc un débat sur ChatGPT et son impact sur le monde de la création. Et mercredi prochain, 14 juin, au cinéma municipal Les Luxis, autour d'un film documentaire d'Asimov et les robots. Donc merci à toutes et à tous donc, pour votre présence et au Festival de robotique des Cachants pour cette magnifique organisation. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu.